Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'exercice numéro 5 sur le transformateur. L'objectif de cet exercice, c'est de dimensionner et concevoir un transformateur à partir d'un cahier des charges. Ça c'est l'objectif affiché, et l'autre objectif, fatalement, pour pouvoir concevoir un transformateur, il va falloir comprendre le fonctionnement de ce transformateur. Alors dans l'énoncé, il est dit qu'on veut, au cahier des charges, qu'on veut réaliser un transformateur de 220 VA, transformant une tension de 220 volts 50 Hz, sous-entendu sinusoïdal 50 Hz, en 22 volts. Donc le transformateur doit nous transformer une tension de 230 volts. Alors on va noter ça. On veut un transfo de 220 volts ampères qui transforme du 220 volts 50 Hz en 22 volts 50 Hz, alternative 50 Hz. Alors pour ce faire, eh bien, il va falloir bobiner des spires au secondaire et au primaire, donc faire deux enroulements, sur un circuit magnétique qui est donné dans l'énoncé. Alors je vais vous dessiner ce circuit magnétique, je vais le redessiner ici, donc il est de forme carrée. Voilà, c'est pour faire simple. Voilà le circuit magnétique. Donc il n'a pas d'entrefer cette fois. On va le faire en 3D. Voilà à quoi ressemble le circuit magnétique. Je vais pas tirer ça. Un peu plus haut. Voilà. Alors il a des dimensions, ce circuit magnétique. Il est de forme carrée. Ici ça fait de là à là, ça fait 12 cm, de là à là 2 cm, et puis qu'est-ce qu'on a, la section ici, de là à là 2 cm également. Ok, donc ça c'est les dimensions du circuit magnétique. Ensuite on va avoir des enroulements. Donc un enroulement primaire. Donc l'enroulement primaire, on va dire qu'il est bobiné comme ça. Donc je le fais en bleu. Et cet enroulement primaire, comme il est destiné à recevoir de l'énergie, on va le flécher en convention récepteur avec donc un courant I1 que je fais rentrant par le haut. Et quand on va lui appliquer, on entraîne une tension V1, de TV1. Donc ça c'est l'enroulement primaire. Et donc sur la même colonne, on va bobiner l'enroulement secondaire. Voilà. Donc après, là j'ai fait 1, 2, 3 spires, mais il y en aura beaucoup plus. Et sur l'enroulement secondaire, eh bien, je fais un peu moins de spires, mais pareil, il y en aura beaucoup plus. Allez. Il va être comme ça, l'enroulement secondaire. Je fais que 2 spires, c'est juste pour montrer que comme on veut moins de tension au secondaire, on veut seulement 22 volts au secondaire, il y aura moins de spires. En fait, il y en aura quand même beaucoup plus. Alors le secondaire, il est destiné à fournir de l'énergie, donc lui, on va le flécher en convention générateur. Comme ça. Avec la tension secondaire de TV2 et le courant dans le secondaire qu'on note I2. Alors, voilà, le nombre de spires au primaire, on appelle ça N1. Et le nombre de spires au secondaire, on appelle ça N2. Alors, il est indiqué dans l'énoncé que pour éviter la saturation du matériau magnétique, il faut que l'intensité du champ magnétique en son sein ne dépasse pas 1,5 Tesla. Dans ces conditions, le matériau magnétique aura un comportement quasi linéaire avec une perméabilité magnétique relative μR égale à 1000. Cette perméabilité étant très supérieure à celle du vide, on considère alors que l'intégralité du flux du champ magnétique est canalisée par le circuit magnétique. En gros, ça veut dire que on considérera que le champ magnétique à l'extérieur, créé par ces courants I1 et I2, là, créé à l'extérieur du circuit magnétique, est négligeable par rapport à celui qu'on aura dans le circuit magnétique, puisque dans le circuit magnétique, il y aura un coefficient d'amplification du champ magnétique d'un facteur 1000, du fait que le μR, la perméabilité magnétique relative, vaut 1000. Enfin, les résistances des enroulements primaires et secondaires seront considérées comme négligeables. Donc ça, c'est pour simplifier notre étude. On va considérer que
la résistance de ces deux bobinages est quasi nulle, voilà, ou négligeable. Alors dans la première question de cet exercice, eh bien, il faut choisir N1, le nombre de spires à bobiner au primaire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors on verra que l'objectif c'est de bobiner suffisamment de spires pour ne pas saturer le circuit magnétique du circuit magnétique, c'est-à-dire pour ne pas dépasser 1,5 Tesla de champ magnétique dans ce circuit magnétique. Voilà, ça va être la contrainte, mais ça ne paraît pas évident comme ça. Alors en fait, il va falloir se poser la question justement de savoir comment on calcule l'intensité du champ magnétique dans le circuit magnétique. Et on pourrait avoir l'idée de faire comme on avait fait avec l'inductance, on écrit la loi d'Ohm du circuit magnétique, sigma dNi égale Rφ, et puis on se dit on se fixe I1 et on se fixe I2, et on en déduira le flux dans le circuit magnétique, et donc l'intensité du champ magnétique. Voilà. On ne va pas procéder comme ça, parce que dans le fonctionnement en transformateur, les courants dans les enroulements ne sont pas imposés en fait. Ce qui est imposé, c'est la tension qu'on applique sur l'enroulement primaire. Cette tension qui est destinée, enfin cet enroulement qui est destiné à être accordé sur le réseau électrique, qui va fournir du 220 volts sinusoïdal à 50 Hz. On va voir que c'est cette tension finalement qui va fixer l'intensité du champ magnétique dans le circuit magnétique. Alors comment ça va se faire ça? Eh bien, la relation entre la tension et le champ magnétique, on va l'obtenir comme ça, en écrivant que la tension appliquée au primaire, c'est d'une part, ça s'obtient d'une part en tenant compte de la loi d'Ohm, donc c'est la résistance d'un roulement primaire fois le courant qui circule dans le roulement primaire, plus la tension induite dans l'enroulement primaire, et la tension induite dans l'enroulement primaire, eh bien, c'est la dérivée du flux par rapport au temps, du fait de la loi d'induction, et c'est le flux à travers les N1 spires du primaire. Alors quand on applique une tension V1, normalement, voilà, s'il n'y a pas de phénomène d'induction, ben ça engendre un courant I1 qui circule, mais en fait ce courant I1 va créer du flux, du champ magnétique et du flux de champ magnétique, et en fait ce qui est étonnant dans cette relation, c'est que V1 crée du I1, mais finalement ce terme-là va être négligeable parce que la valeur de R est considérée comme négligeable. C'est-à-dire ça on considère que c'est sensiblement égal à 0. Okay. Et du coup, le terme là, sensiblement égal à 0. Et finalement, c'est comme si V1 imposait non pas directement le flux du champ magnétique à travers l'inspire, mais la dérivée de ce flux par rapport au temps. Alors que, bon, dans l'interprétation physique, c'est plutôt V1 qui crée du I1, qui crée du flux. Voilà. Mais en raccourcissant, eh bien, c'est V1 qui va créer du flux de champ magnétique. Et la relation qu'on va conserver, c'est que entre V1 et le flux de champ magnétique, eh bien, c'est que V1, ça sera égal à d phi N1 sur dt. Donc ça nous fait une relation toute simple. Et ensuite, on se souvient que le flux à travers les N1 spires du primaire, c'est N1 fois le flux à travers une section du circuit magnétique. Voilà, que je peux représenter comme ça. Donc là, j'ai le courant I1 qui est comme ça, donc on va le représenter plutôt comme dans ce sens-là. Voilà, le flux à travers une section du circuit magnétique. Et le flux à travers une section du circuit magnétique, eh bien, c'est égal à B fois la section du circuit magnétique, en supposant que le champ B est uniforme sur toute une section du circuit magnétique. Donc je remplace dans l'équation qui est au-dessus, et j'obtiens que V1, eh bien, c'est la dérivée de N1 B fois S. Et N1 et S étant des constantes, on va en déduire que V1, c'est donc N1 S dB sur dt. Et bien là voilà notre relation entre la tension V1 et le champ magnétique. Alors c'est pas une relation directe, hein, et nous on va l'utiliser à l'envers puisque c'est V1 qui va être imposé et qui va engendrer B. Alors on obtient quoi? On obtient que dB sur dt, et bien c'est V1 de t sur N1S. Alors, on va l'encadrer celle-ci, parce qu'elle va nous servir plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette relation? Déjà, si on cherche à faire les choses un petit peu intuitivement, eh bien, si
Si V1 vaut 0, ça veut dire que la vitesse de variation de B, de l'intensité du champ magnétique, hein, cette vitesse de variation sera nulle. Et ça veut dire que l'intensité du champ magnétique sera constante. Allez. Si V1 égale 0 à l'instant t, ça veut dire que B est égal à une constante. Si V1 est positif, eh bien, ça correspondra à une intensité du champ magnétique qui augmente, et si V1 est inférieur à 0, voilà ce qu'elle veut dire, cette relation. Et la vitesse de variation de B est proportionnelle à V1. Alors, nous, dans notre cas, on va avoir un V1 de t qui est sinusoïdal, c'est-à-dire qu'en fait, on va écrire que dB sur dt, ça va être cette sinusoïde, là, 220 volts. Donc 220 volts, c'est la valeur efficace, donc je fais fois racine de 2 pour avoir la valeur crête. La fréquence, c'est 50 Hz, donc ça fait 2π 50t. Je l'écris avec un cosinus sans déphasage, peu importe, sur N1S. Donc le V de t est des fois positif, des fois négatif, donc le B il va des fois monter, des fois il va descendre. Voilà. Et donc en fait, si on veut avoir l'expression de B de t, eh bien il suffit d'intégrer cette expression, puisqu'on a la dérivée. Donc mathématiquement, on intègre de chaque côté. Donc ça c'est la source mathématique. Et on écrit B de t égale. Alors ça fait 220 racine de 2 sur N1S. Et maintenant si je veux intégrer une sinusoïde, je sais que ça va lui faire ça va la diviser par oméga, donc oméga c'est ce truc-là, hein, qui vaut 2π50. Hein, parce que quand on dérive, ça multiplie par oméga, donc quand on dérive, ça divise par oméga. Et on pourrait dire, je pourrais l'écrire avec un cosinus aussi, en disant que ça retarde d'un quart de période, donc ça déphase 2π sur 2. Mais on sait aussi que la primitive de cosinus c'est sinus, donc on peut l'écrire aussi avec un sinus. Bon, ça n'a pas tellement d'importance, on peut faire l'un ou l'autre. Voilà, j'aurais pu écrire cosinus de π50t moins π sur 2 et c'était pareil. Mais attention, donc j'ai pas fini quand j'ai fait tout ça, c'est que quand on intègre, eh bien c'est toujours à une constante d'intégration près. Et là c'est un peu, donc il faudrait déterminer la constante. Et c'est pas quelque chose de trop simple. Et puis surtout, l'habitude, eh bien, c'est pour le choix du nombre de spires, c'est de considérer que la constante est égale à 0. Alors je vous expliquerai un petit peu pourquoi, ou même beaucoup pourquoi, cette constante peut être prise égale à 0 pour le choix du nombre de spires. Mais pour le moment, on va l'admettre. Donc si la constante est égale à 0, voilà, eh bien ça fait B de t égale 220 racine de 2 sur N1S fois 2π50 fois le sinus, et fois le sinus. Donc le sinus, lui aussi, il est entre plus 1 et moins 1, et il est multiplié par tout ça. Voilà. Et donc, bien, au maximum, lui, il vaut 1, et donc au maximum, B de t, ça vaut ça. Donc en fait, ce qui est écrit ici, ça, là, voilà, ça c'est la valeur maximale du champ magnétique. Et on voit que ça dépend de N1, donc c'est pour ça que ça va impliquer notre nombre de spires. Alors qu'est-ce que j'efface? J'ai pas envie d'effacer ça tout de suite. On va effacer ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Donc le B maxi, là, le B crête, eh bien ça sera 220 racine de 2 sur N1S fois 2π50. Voilà, et on voit que plus le nombre de spires sera grand, plus la valeur maximale de B sera faible. Et nous, l'objectif, c'est de ne pas dépasser 1,5 Tesla ici. Donc on va calculer N1 pour que B ne dépasse pas 1,5 Tesla. Donc pour faire ça, il faut retourner la formule, c'est-à-dire extraire N1. Et on obtient donc 220, N1 égale 220 racine de 2 sur B max fois la section fois 2π50, qui est le oméga en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs, puisqu'on a tout. Donc ça nous fait 220 racine de 2 divisé par 1,5 Tesla, c'est la valeur maxi de B.
S, c'est la section du circuit magnétique. Donc le circuit magnétique, si je le coupe, c'est un carré de 2 cm par 2 cm. Voilà, donc ça fait 4 cm carrés, mais il faut que je le convertisse en mètres carrés. Donc 2 cm, les centimètres, c'est des centièmes de mètre, donc c'est 2 10 moins 2 mètres fois 2 10 moins 2 mètres, donc ça nous fait du 4 10 moins 4 mètres carrés, et que multiplie, enfin divisé par 2π50 en bas. Voilà, et là on fait le calcul, et on obtient N1 égale 1650 spires. Voilà ce qu'il faut bobiner au primaire si on veut éviter de saturer le circuit magnétique. Alors bien sûr, tout ceci est vrai si la constante d'intégration est nulle, sous réserve que cette constante d'intégration soit nulle. Est-ce qu'elle est vraiment nulle? Eh bien pas forcément. Voilà, donc c'est un petit souci, mais en fait, comment dire, notre théorie prévoit que cette constante puisse ne pas être nulle. Je ne vais pas encore rentrer dans les détails de ça, on le fera après, mais juste ce que je peux vous dire, c'est que si jamais c'était le cas, que cette constante d'intégration ne soit pas nulle, voilà, au moment où on met sous tension le transformateur, eh bien, dans la vraie vie, ça va pas être trop dramatique, parce que au fil du temps, en fait, cette constante va finir par s'annuler, c'est-à-dire que sa valeur va changer petit à petit au cours des périodes de la sinusoïde. Alors, notre théorie ne le prévoit pas, mais notre théorie, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait abstraction de l'influence de la résistance R1. On avait considéré que R1 était nul. Et puis, du coup, on a vu qu'on obtenait B de T en faisant une simple intégration, et donc en ayant une constante d'intégration. Voilà. Ben, si on tient compte de cette résistance ici, on peut relier notamment le flux du champ magnétique phi N1 à I1 ici, et remplacer I1 par le flux du champ magnétique. Et donc en fait on verrait dans ce cas-là qu'on a une équation différentielle qui nous relie le V1 au flux du champ magnétique, plus un terme en dérivé du flux du champ magnétique. Donc cette fois on n'aurait plus une simple intégration à faire, mais on aurait à résoudre une équation différentielle du premier ordre. Et cette équation différentielle du premier ordre, eh bien, elle nous indiquerait que, au fur et à mesure que le temps s'écoule, au bout de quelques constantes de temps, même de cette équation différentielle du premier ordre, eh bien, la constante qui est ici devient nulle. Et donc, sous l'influence de cette résistance de l'enroulement primaire, eh bien, ça fait qu'en régime permanent stabilisé, au bout de même pas une seconde, eh bien, la constante est devenue nulle. Voilà, c'est pour ça qu'on s'autorise, quand on fait le choix du nombre de spires au primaire, à considérer que cette constante vaut 0.